Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 31 octobre dans lequel je vous propose de revenir sur le plan du gouvernement qui vise à ouvrir le secteur de l'hôtellerie taïwanais aux travailleurs étrangers d'Asie du Sud-Est. Le Bureau du tourisme a en effet indiqué hier que les travailleurs étrangers seraient bientôt autorisés à travailler dans le secteur de l'hôtellerie à Taïwan. Lors d'une session questions-réponses au Parlement, la directrice générale du Bureau du tourisme, Chen Yuxiu, a indiqué aux députés que le secteur de l'hôtellerie allait commencer à employer des travailleurs étrangers de qualification intermédiaire au premier trimestre 2026 pour des emplois de nettoyage, d'accueil, d'entretien des chambres ou encore dans la restauration mais au sein des hôtels. Une nouvelle mesure qui rentre dans le cadre d'un texte approuvé jeudi par le gouvernement et qui vise à répondre à la pénurie de main-d'œuvre locale. Taïwan fait en effet face à une baisse de sa main-d'œuvre locale en raison du vieillissement de la population et du déclin du taux de natalité. Le pays est devenu, on le sait, cette année, une société dite super âgée avec plus de 20% de la population âgée de plus de 65 ans. Chen Yiping, une des responsables du Bureau du tourisme, a précisé que les employeurs du secteur devront, pour employer un travailleur étranger de qualification intermédiaire, augmenter le salaire mensuel des employeurs taïwanais de $2000 taïwanais, soit 56 €. Par ailleurs, les travailleurs étrangers devront être payés au minimum $32 000 taïwanais, soit 897 €, contre 29 500 $ taïwanais, soit 828 € pour les autres secteurs. Des conditions qui visent à inciter les employeurs à privilégier l'emploi de travailleurs taïwanais. Chen Yiping a ajouté que le nombre de travailleurs étrangers employés dans ces entreprises serait limité à 10% de la main-d'œuvre totale qui cotise au système de retraite et que les travailleurs devraient avoir des compétences de base en mandarin. Enfin, Chen Yiping a déclaré que le programme visait principalement des travailleurs philippins, avec comme ambition de pourvoir les 6600 postes vacants dans le secteur, selon les chiffres du Bureau du tourisme de 2023. Les entreprises éligibles au programme et qui pourront employer des travailleurs d'Asie du Sud-Est sont les hôtels licenciés auprès du Bureau du tourisme ainsi que les hôtels enregistrés auprès des gouvernements locaux, mais pas les chambres d'hôtes qui disposent de moins de 8 ou 15 chambres selon la situation géographique. Notons que d'avril 2023 à septembre 2024, le Bureau du tourisme a offert des subventions de $5000 taïwanais, soit 140 € aux hôtels pour chaque travailleur qualifié. Le bureau a aussi proposé d'assouplir les règles concernant l'emploi d'étudiants étrangers dans le secteur de l'hôtellerie, une fois leur diplôme en poche ou encore dans le cadre de stages. Il faut aussi rappeler l'introduction par le gouvernement en 2022 du programme de rétention de long terme des travailleurs étrangers qualifiés qui permet aux travailleurs d'Asie du Sud-Est, au bout de 6 ans de travail, de changer de statut et d'entrer dans la catégorie des travailleurs étrangers de qualification intermédiaire, ce qui leur permet de prétendre à un salaire plus élevé et de leur ouvrir une voie à la résidence permanente. Mais revenons maintenant sur la réaction des syndicats et des ONG à cette nouvelle annonce du gouvernement, une réaction qui ne s'est pas fait attendre puisque le jour même, le secrétaire général du Taiwan Labour Front, Yang Shu-wei, a réagi en appelant le gouvernement à analyser la situation et les véritables facteurs expliquant la pénurie de main-d'œuvre plutôt que de simplement assouplir les restrictions sur l'emploi des travailleurs étrangers. Dans une interview avec l'agence de presse taïwanaise CNA, Yang Shu-wei a questionné la structure du problème, demandant si le secteur de l'hôtellerie faisait réellement face à une pénurie de main-d'œuvre ou bien si les employeurs cherchaient plutôt à employer de la main-d'œuvre moins chère, puisque le salaire minimum légal des travailleurs étrangers qui ont le statut de travailleurs migrants, qui désigne en fait les travailleurs d'Asie du Sud-Est, principalement d'Indonésie, des Philippines ou encore du Vietnam, est inférieur que celui des travailleurs locaux taïwanais. Yang Shu-wei a ajouté qu'ouvrir le secteur aux travailleurs migrants tout en augmentant seulement le salaire des travailleurs locaux aurait pour conséquence d'accroître les inégalités de salaire qui existent déjà pour les mêmes postes et ce sur le seul critère de la nationalité. Il a également fait remarquer que la main-d'œuvre d'Asie du Sud-Est présente à Taïwan avait rapidement augmenté depuis la pandémie de Covid-19, dépassant les 850 000 fin septembre, soit 110 000 de plus qu'il y a 2 ans, tout en soulignant que le gouvernement n'avait pourtant toujours pas établi de limite annuelle de recrutement comme cela est requis par la Employment Service Act. Parallèlement, Grace Huang, secrétaire générale du Domestic Caretaker Union, a souligné les résultats très lents du programme de rétention de long terme des travailleurs étrangers qualifiés, puisque selon les statistiques du ministère du Travail, ce sont seulement un peu plus de 22 000 travailleurs migrants employés dans les secteurs de la manufacture et de la construction qui ont obtenu ce statut de travailleurs migrants de qualification intermédiaire, soit 4,15% seulement des travailleurs migrants dans ces deux secteurs.
Dans celui du soin à la personne, c'est un peu plus. On est à un peu plus de 33 000 auxiliaires de vie ou aides à domicile qui ont obtenu ce statut, soit un taux de 14,88%, qui est quand même plus élevé que dans la construction ou la manufacture. Grace Huang a attribué la lenteur de ces progrès à la réticence des employeurs d'augmenter le salaire de leurs employés, surtout s'ils ont la possibilité d'employer des travailleurs migrants pour un salaire moins élevé. Huang a ainsi demandé pourquoi, si les entreprises n'avaient pas besoin d'une plus haute proportion de travailleurs de qualification intermédiaire, le gouvernement proposait ce genre de politique. Le Migrant Empowerment Networks in Taiwan dénonce quant à lui un système qui cache les faibles salaires pratiqués depuis longtemps et les contraintes des travailleurs migrants liées au système, et notamment le fait qu'il ne leur est pas possible de changer librement d'employeur, sauf dans certaines circonstances autorisées par le ministère du Travail, une situation qui augmente la vulnérabilité de ces travailleurs et leur risque d'exploitation. Huang estime que l'approbation de ces mesures par le gouvernement cette semaine pourrait être la conséquence de la pression des entreprises qui cherchent à employer davantage de travailleurs migrants. Par ailleurs, le gouvernement a aussi approuvé un plan qui consiste à établir des centres de recrutement dans les principaux pays dont sont originaires les travailleurs d'Asie du Sud-Est, afin de favoriser l'emploi direct de travailleurs à travers des accords de gouvernement à gouvernement et ainsi de moins dépendre des agences intermédiaires. En effet, ces agences sont la source de nombreuses controverses, notamment en raison des frais de candidature et de traitement des dossiers qui sont parfois très élevés et poussent les candidats à s'endetter pour partir travailler à Taïwan, les mettant dans une position vulnérable aux abus et à l'exploitation une fois sur place. Huang a déclaré que cette politique était probablement la réponse du gouvernement taïwanais aux critiques américaines concernant le travail forcé, avec notamment récemment le dossier concernant le fabricant taïwanais de vélos Giant, dont des vélos et des pièces fabriquées à Taïwan ont été bloqués à la douane américaine suite à des soupçons de travail forcé, notamment en raison des frais d'agence intermédiaires imposés aux travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est. Pour conclure, revenons à cette notion de pénurie de main-d'œuvre. Des voix s'élèvent à Taïwan, notamment au sein des ONG et dans le milieu de la recherche, pour suggérer que si les facteurs démographiques sont évidemment à prendre en compte pour expliquer cette pénurie de main-d'œuvre, il faut aussi regarder du côté des choix stratégiques des gouvernements successifs qui ont tendance à accorder la priorité au développement économique plutôt qu'au bien-être social. C'est la thèse que défend notamment Chang Jin-fun et Zhao Shi de l'Institut de sociologie de l'Academia Sinica, notamment dans un article de 2024 portant sur la pénurie de main-d'œuvre et les inégalités de genre à Taïwan, qui souligne le déséquilibre entre un investissement massif dans le secteur des hautes technologies au détriment d'autres secteurs. L'article observe un certain retrait des travailleurs d'âge moyen du marché du travail à Taïwan, qui est plus important ici que dans d'autres pays voisins comme le Japon ou la Corée du Sud, et suggère un lien avec un marché du travail dont les conditions de travail et les pratiques sont particulièrement défavorables aux femmes, avec notamment un faible niveau de protection sociale. Et nous reparlerons peut-être de cette étude prochainement, mais c'est en tout cas une piste pour comprendre pourquoi cette pénurie de main-d'œuvre est structurelle et pourquoi les ONG ont raison de s'inquiéter que le recours à une main-d'œuvre étrangère moins rémunérée et moins bien protégée par le droit du travail risque de retarder, voire d'empêcher l'amélioration des conditions de travail des travailleurs locaux, tout en entretenant et en accroissant parfois les inégalités entre travailleurs taïwanais et étrangers. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 31 octobre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.上迄放暝